Salutations braves gens et bienvenue pour la pastille filmique de Litos. Au programme de cet épisode, un film de 1974, Mutation, de Jack Cardiff. Mais... Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Alors, Mutation, ou bien The Freakmaker pour un blaze un poil plus en accord avec les volontés du producteur scénariste, nous conte les pérégrinations de qui d'abord ? Des étudiants débiles qui se font buter salement un à un ? Non. Du capitaine de l'US Air Force interprété par un culturiste et dont le personnage se reconvertit en étudiant en biologie ? Non, toujours pas. Les monstres alors ? Bouh. Pourquoi pas, c'est intéressant mais toujours pas. Ah. Pas le choix, hein, c'est qui qu'on voit le plus à l'écran ? C'est le grand méchant. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là. Complètement gaga. Ah, et on peut dire que c'est le protagoniste principal alors ? Je sais pas. Mais je trouve ça plutôt cool. D'autant plus qu'il s'agit d'un savant fou. EWDY-MALOU. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses. Et c'est encore plus cool. Bref, le film débute par une longue introduction enchaînant les prises de vue de nombreuses plantes en germination, ou bien en floraison, ou encore par le développement de carpophores fongiques, le tout filmé en caméra haute vitesse. Ou du moins en accéléré. Et c'est méga classe, car l'on comprend qu'il s'agit d'un film de prof des SVT. Et ça, je kiffe. D'autant plus que cette longue séquence se poursuit par l'apparition du titre du métrage, ainsi que par un monologue. Celui d'un homme au timbre monocorde et pourtant si caractéristique. En VO bien sûr. Je connais bien cette voix. Et lorsque le projectionniste, en gros plan, nous révèle qu'il s'agit en fait d'un film documentaire diffusé au sein d'un amphithéâtre universitaire, la caméra, celle du métrage que nous matons, révèle enfin le visage de cette voix qui n'est à présent plus du tout mystérieuse. Le professeur donc de biologie est interprété par l'unique, le fantastique, le fantasmagorique Donald Pleasence. Et j'aime très beaucoup Donald Pleasence. You may think you are normal, but you are all the product of mutation. Your ancestors, our ancestors, were freaks who only survived because they were stronger than the other forms of life around them. Ça, c'est Donald qui nous donne un cours sur la sélection naturelle. Tout est juste dans ce qu'il raconte, sauf une fausse idée dont il faut absolument nous en débarrasser, celle de la loi du plus fort. C'est archi faux comme idée reçue, car ce sont les individus les plus adaptés à leur environnement qui survivent et se reproduisent, permettant de transmettre potentiellement à leur descendance les attributs octroyant un plus dans la dite adaptation. Rien à voir avec l'idée de force. Ce qui est archivré par contre dans ces dires, c'est que l'apparition de ces attributs provient des modifications de notre programme génétique. Notre manuel Lego assurant notre assemblage moléculaire et notre fonctionnement, et dont le support de ce manuel n'est autre que la molécule d'ADN. But think of the glorious creatures of the future to be induced by genetic manipulation. The mysterious essence called nucleic acid theoretically can be blended to create new strains, new forms of life, or to recreate extinct forms of life. Within 10 years, it is safe to say, we shall be able to recreate, through time-frozen amino acid strains, a living dinosaur to walk the earth just as it did a million years ago. Il enchaîne ensuite naturellement sur l'idée que tous les êtres vivants sur Terre, sans exception, possèdent leur propre programme sous la même forme, celle d'un assemblage d'acides nucléiques, les composants de base de l'ADN. Tous les êtres vivants sont liés entre eux, tellement que l'homme pourrait modifier à volonté les programmes des espèces d'intérêt, quitte à leur filer de nouveaux attributs et influençant donc l'évolution des espèces
au point de rendre pourquoi pas l'homme meilleur bien sûr. Ou bien de faire revivre des espèces aujourd'hui disparues, au hasard les dinosaures. Le ton employé par l'acteur est solennel, tout en retenue et c'est une volonté dans le film. Donald Pleasence est connu pour son surjeu et son cabotinage dément et accentué par son physique particulier. À l'arrondi débonnaire, calvitie caractéristique, barbe de quelques semaines légèrement négligée, costard marron en velours côtelé et surtout ses yeux bleus glaciaux qui transpercent jusqu'à l'âme. Le voir donner son cours ainsi nous ancre dans une normalité excessive qui contraste fortement avec ce qu'il va suivre dans un excès tout opposé. Vous l'aurez compris, son personnage est l'antagoniste du métrage. C'est lui la menace, le savant fou. Car oui, sous ses allures de prof anglais taciturne, Donald va commettre les pires atrocités, les pires outrages à l'humanité, sous le couvert de quelques sacrifices afin de rendre le monde meilleur pour les humains. De s'affranchir ainsi de nos limites mortelles afin de devenir indépendant, avec la nécessité de tout être vivant, celle constante de s'alimenter. Imaginons une nouvelle espèce, ayant les caractéristiques des plantes et des animaux, utilisant notre imagination. Une plante serait capable de rechercher les meilleures conditions de lumière. La photosynthèse serait à son maximum de rendement. De ce fait, les animaux profiteraient eux aussi de cette source d'énergie. Un monde sans soucis, un véritable havre de paix et de tranquillité où le potentiel humain se développera pleinement. L'homme pouvant, s'il le désire, avoir l'apparence d'une plante. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci. Et les visions documentaires en début de métrage vont prendre ainsi tout leur sens au fur et à mesure des expérimentations du bonhomme qui cherche à créer des hybrides hommes-plantes. Des monstres-plantes. Ouais, c'est Swamp Thing avant l'heure, le personnage caractéristique créé par Len Wein et sublimé par Alan Moore pour ceux qui connaissent. D'ailleurs, ils sont quasiment sortis en même temps quoi. Alors oui, là je vous autorise de rire car moi-même j'ai beaucoup ri durant le visionnage lorsque je me suis rendu compte que le film ira jusqu'au bout en nous exhibant des créatures carton-pâte du plus bel effet. Budget merdique oblige. Moins de 400 000 livres de l'époque. Mais au moins les exécutifs ont eu les bollocks et la générosité surtout de nous montrer frontalement toute une ribambelle de créatures. Ça, c'est vraiment chouette. Ce qui me surprend par contre, c'est le contenu des infos données par le cours de Donald. Je ne m'y attendais absolument pas. Surtout avec ma petite culture ciné à la con. Ben ouais, le métrage est sorti au début des années 70 et arbore ainsi des informations scientifiques très poussées. Toujours avec mon niveau de merde, je suis plus habitué à voir ces thèmes de la génétique que durant les années 90 où celui-ci était prépondérant. Bienvenue à Gattaca. Welcome to Gattaca. Ou même La Mutante. Elle cherche à se reproduire. La Mutante, pas farouche, mais furieuse, avec Natasha Henstridge, lundi à 20h55. Bon, ça c'est pour caler Natasha Henstridge. Il y a aussi Forest Whitaker dans le film. Ben Kingsley. Michael Madsen. Ou bien encore, évidemment encore lui, Jurassic Park. Regarde le bâton, regarde, le bâton abruti. Va chercher le bâton, allez, va chercher. Tu le vois bien le bâton, alors va le chercher. Eh ben c'est normal que ta race ait disparu. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ça ? Franchement, j'en sais rien. Par contre, je ne boude pas mon plaisir lors du visionnage du film, même s'il faut être honnête 2 secondes. Le film est très mauvais. Un pur produit d'exploitation typique de cette décennie particulière, dont l'esthétique aujourd'hui plus que révolue me parle au plus haut point personnellement. Et c'est que sur chaque photogramme, tu comprends qu'il y a une volonté avec peu
de tenter d'offrir aux spectateurs son content de spectacle et de sensations fortes. Pour moi, ça marche. D'autant plus que la bobine est plus profonde qu'il n'y paraît. Le rythme est inégal, certes, il y a de nombreuses longueurs, ok, mais laissez-moi vous conter l'intérêt de mater ce film. J'ai déjà évoqué 2 fois la séquence d'introduction, mais j'y reviens encore en insistant. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ce n'étaient pas des images stock shots. Des bobines stockées dans de grandes banques, dont les réalisateurs choisissent sciemment certains passages afin de remplir leur film. Par exemple, je peux citer les plans aériens de grandes villes, pour donner de l'ampleur à leur métrage ou tout simplement situer les actions, ou encore citer également les séquences de guerre, qu'on ne peut pas forcément filmer quand on le souhaite, ou encore l'exemple ultime, celui des explosions nucléaires. Bah ouais, pas facile d'avoir l'autorisation de filmer ça pour un unique film, hein. Même quand tu te nommes Christopher Nolan. On estime qu'il y a un risque en appuyant sur ce bouton de détruire le monde. Et pourtant, ces séquences sont filmées exprès pour le film ou presque. Elles ont été réalisées par un caméraman de génie nommé Ken Middlenham, spécialiste des filmages en gros plan d'animaux et d'insectes déjà à l'œuvre dans le monstrueux et dérangeant Phase 4 de Saul Brass, sorti la même année, et qui nous dépeint la prise de pouvoir de la planète Terre par des fourmis. Alors là, ne riez pas. Cette fois, je ne vous y autorise aucunement, car le métrage est anxiogène au possible, extrêmement efficace, et les prises de vue réelles des fourmis sont tout bonnement hallucinantes. Ah, et pour insister sur cette digression, Phase 4 est le seul métrage du regretté Saul Bass. Qui ça ? Vous voyez les mythiques affiches et les génériques d'introduction des films majeurs de Hitchcock, de Kubrick, de Scorsese ? Parce qu'il faut toujours que je cite Scorsese. It's sprawling, it's big, it's fun, it's fucked up. Granted, it's fucked up. Sont les exemples les plus illustres. Car l'artiste, c'est lui, un graphiste hors du commun. Bon, il y avait aussi Le Tour du Monde en 80 jours de Michael Anderson. Juste pour le plaisir de le citer une seconde fois. Écoutez la pastille sur Orca, s'il vous plaît. Parce que tout est lié. Hein. En tout cas, je m'étonne toujours de sans cesse tomber sur des pépites d'informations ou d'anecdotes lorsque je mate un film complètement au hasard, comme d'habitude. L'ensemble, par contre, donne une esthétique particulière au métrage. Mais il n'y a pas que cela. Le film est scénarisé, mais également produit par le même type, Robert Dewenbach, qu'on retrouve apparemment également affilié à Jack Brown de Tarantino. Ce qui relègue le réalisateur Jack Cardiff, et je parlerai de lui après, au second plan, en tant que simple faiseur. Bobby avait la volonté du dé de faire une série B horrifique, mais tout en incluant ses marottes, et notamment citer directement le métrage La traumatisée étant gosse, Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning, est sorti en 1932. Une putain de pierre angulaire du cinéma montrant frontalement des freaks, des êtres humains aux attributs, disons, monstrueux, déformés et usités comme un miroir reflétant notre propre monstruosité. Ouais, des bêtes de foire. Autre digression, je suis tout aussi étonné, malgré toutes les controverses sur l'acceptabilité d'exhiber des êtres humains aux difformités certaines, d'observer moultes œuvres cinématographiques ayant le thème des monstres exploités, avec des guillemets. Je peux reciter Freaks du coup, mais aussi Elephant Man de David Lynch, mais aussi plus récemment le métrage italien Freaks Out, où les phénomènes de foire deviennent des super-héros lors de la Seconde Guerre mondiale. Sans omettre bien évidemment la comédie musicale The Greatest Showman avec Hugh Wolverine Jackman. C'est vraiment curieux. Même le film d'exploitation Snake, sorti en 1973, dans l'année d'avant du coup, réalisé par Bernard Kowalski,
nous dépeint également un scientifique fou voulant hybrider le tout jeune futé de l'agence Tourisque, un homme serpent. On aura d'ailleurs l'exacte même scène de foire où les expériences ratées des deux films seront planquées aux autorités jusqu'à ce qu'elles crèvent de douleur. Vraiment curieux quand même. Peut-être parce que le cinéma est né dans les fêtes foraines, aux côtés justement de ces freak shows. Justement, la présence de ces freak shows, malgré l'aspect voyeur, faut l'avouer, est le parfait contrepoint des machinations de l'universitaire fou et des étudiants teubés qui préféreront batifoler plutôt que de s'inquiéter de la disparition des leurs, kidnappés et servant de cobayes pour Donald. Également, le seul monstre de foire qui n'est pas un vrai, l'homme le plus moche du monde dans le film, est un acteur ayant sur la gueule un maquillage prosthétique. Il est d'ailleurs interprété par Tom Baker, qui sera tout simplement le Doctor Who le plus emblématique de la série. Celui avec les yeux fous et la longue écharpe caractéristique. Ce dernier interprète un personnage très antipathique au possible et co-patron du cirque. Il se révélera très rapidement être l'homme de main de Donald. C'est que le scientifique lui a promis de lui rendre apparence humaine s'il l'aide à capturer des spécimens humains de bonne qualité. Ainsi, l'on pourrait croire que les freaks sont des monstres, des vrais. C'est d'ailleurs ce que l'on nous montre en début de métrage dans une scène inquiétante, mais très vite l'on nous indique le contraire. Les freaks ne sont pas les méchants en fait. Ils sont plus humains que humains selon le film. Alors que de base ce sont quand même des êtres humains, hein. Faut pas déconner non plus quoi. Ce sont plutôt les gens dits normaux, ou bien ayant les velléités de devenir normaux, de rentrer dans la norme, qui sont les véritables monstres. Cela peut faire sens lorsque le film se nomme spécifiquement en anglais The Freaks Maker, le faiseur de monstres, au sens du monstre de foire. Venez nombreux! Profitez-en! Venez vibrer sur le manège de sensations! La comparaison entre ceux qui naissent avec les difformités, liées aux mutations, aux altérations de leur programme génétique, et ceux que l'on crée sciemment. L'idée est plutôt sympa, mais l'exécution est à chier, bancale et grossier. Il y a bien une scène troublante, et pourquoi pas touchante, où le monstre de main de Donald va voir une pute qu'il paie juste pour lui dire qu'elle l'aime. Rien de plus. Je veux que tu me dises quelque chose, c'est tout. Oh, je connais des chapelets entiers d'obscénité, si c'est ça que tu veux. Non, c'est pas ça. Je veux juste que tu me dises. Oh, allez, on va pas y passer toute la nuit, à couche. Je veux que tu me dises, je t'aime. Oh, d'accord. Ça fera une livre de surplus. Cette séquence fonctionne, mais globalement pas des masses pour le reste. Par exemple, je peux citer la scène de l'anniversaire de l'une des freaks dans le cirque, qui est une quasi-repompe de celle du mythique mariage de la bobine de Todd Browning, où les individus aux attributs spécifiques scandent au futur Doctor Who qui est l'un des leurs. Grossier, je vous dis. We'll make her one of us, a loving cup, a loving cup. We accept her one of us, we accept her one of us. Goober gobble, goober gobble. We accept her, we accept her. Google gobble, Google gobble. One of us, one of us. Google gobble. They're going to make you one of them. My peacock. Et puis, je ne peux décemment pas causer du métrage sans discutailler quelque peu de son réalisateur, Jack Cardiff, même s'il n'est relégué qu'au rang de simple technicien ici, et dont l'échec du film lui voit se retirer de futures réalisations au point de revenir à son ancien métier. Le bougre est pourtant très connu dans le dit métier, celui de directeur de la photographie. Alors, pour les profanes, c'est celui qui aide le réalisateur à définir l'identité visuelle du métrage par le choix des cadres, de la lumière, etc. Et sans trop m'étendre sur le sujet, Jack a remporté notamment un Oscar en 1947 pour Le Narcisse Noir de Michael Powell. Clodagh! 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 Clodagh!
histoire hallucinante et hallucinée de bonnes sœurs livrées à elles-mêmes dans une mission au sommet de l'Himalaya avec Deborah Kerr dans le rôle principal. Les Innocents. Ouais. Il gagnera également une seconde statuette en 2001 pour l'ensemble de son œuvre. Pourquoi ça ? Tout simplement parce que c'est le gars qui a permis de démocratiser l'usage du Technicolor. Vous savez, c'est le truc écrit en gros dans de nombreux films de l'époque, mais surtout dans les génériques des Looney Tunes. C'est que c'est le procédé qui a donné la couleur au cinéma. Des exemples ? Évidemment, Blanche-Fesse et les 7 mains, Le Magicien d'Oz, avec la putain de scène de transition entre le Kansas et le monde d'Oz, Les hommes préfèrent les blondes, alors c'est peut-être pour sublimer Marilyn Monroe, ou encore Les chaussons rouges de Michael Powell également. The Red Shoes, daringly original musical that captures all the glamour of the south of France in exquisite technicolor. Donc Jack Cardiff est l'un des maîtres de la mise en place de ce procédé compliqué que je ne détaillerai pas ici. Grosse caméra, filmage sur plusieurs bobines avec impression de couleurs primaires que l'on superpose telle une mécanique d'horlogerie. J'ai dit que je ne rentrais pas dans le sujet. Bon mais du coup, mutation, c'est beau ? Non, c'est moche. Mais on reconnaît quand même quelques moments de grâce, surtout pour le filmage de certaines scènes avec le bestiaire du savon fou. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? Nous touchons à présent à la fin de la pastille, faisons à présent le tour des acteurs restants. Nous retrouvons en sus de Tom Baker et de Donald Pleasence déjà cités, la présence à l'écran de Michael Dunn, Loveless dans la série des Mystères de l'Ouest. Vous savez, la personne de petite taille. Et puis Brad Harris, celui que l'on surnomme l'Américain bavarois. Ce blaze me fait mourir de rire, c'est pour ça que j'en parle. Il s'agit d'un culturiste américain expatrié en Europe et surtout connu pour de nombreux rôles de merde dans des playpoms à la con italiens ou des polars nazes allemands. On le retrouve même dans la série d'Eric, c'est pour dire. Non, je voulais surtout en parler parce que je voulais caser le sobriquet improbable et surtout l'anecdote qui suit. Bobby, le scénariste et producteur se baladant en Europe, propose le rôle au bavarois America Fuckier lorsqu'il sympathise avec lui. Faut dire que les deux gars se sont rendus compte qu'ils partageaient la même prostituée à Copenhague, sous les conseils avisés des GI américains. Ah non mais j'en ai raconté des anecdotes jusqu'à présent, mais celle-ci elle est quand même sur le haut du panier. Ah et il y a un rat dans le film aussi, un hybride animal-plante présenté en gros plan. Ouais, tout est lié je crois bien. Concernant les rôles féminins, elles servent juste pour les plans nichons. Ah, et il y a aussi un canon qui ressemble énormément à celui de Maman j'ai rétréci les gosses. Sont les enfants? La dernière fois que je les ai vus, c'était ce matin. Pour conclure, Mutation est l'un de ces nombreux films méconnus, obscurs et trop longtemps invisibles, qui cachent, vous l'avez compris, une multitude d'infos et d'anecdotes aussi captivantes que passionnantes, qui méritent selon moi un visionnage malgré tout, afin de leur donner quelque visibilité et lettres de noblesse. D'autant plus que les années 70, c'est la décennie la plus joyeuse en explosion de créativité et de pépites. Alors en attendant de faire de même avec Fart de Movie où les dialogues sont entièrement constitués de paix. Et debout, bande de fainéants, c'est l'heure! Ferme ta gueule, y'en a qui dorment!